Mon mari de 18 ans, associé millionnaire dans l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de cette ville, est venu me voir les larmes aux yeux et m'a supplié d'adopter un bébé abandonné pour sauver notre mariage. Il m'a dit qu'elle était une orpheline tragique qui avait besoin d'une mère et que c'était un signe, que c'était notre deuxième chance. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je suis juge aux affaires familiales, que j'examine des dossiers d'adoption pour gagner ma vie, et que 3 jours après qu'il ait rapporté cette tétine de l'hôpital, j'avais un résultat de test ADN posé sur ma table de cuisine, montrant une probabilité de 99,9% que le bébé était son propre enfant biologique. Il ne m'a pas apporté une orpheline. Il m'a apporté le bébé de sa stagiaire. Et puis il s'est assis en face de moi à la table du dîner pendant 6 semaines, me regardant peindre la chambre des enfants, pendant que cette jeune femme de 22 ans était assise aux soirées de son cabinet, me souriant avec suffisance de l'autre côté de la pièce. Bienvenue sur Secret Confessions, True Stories. Si vous aimez les histoires où les menteurs arrogants obtiennent exactement ce qu'ils méritent, assurez-vous d'appuyer sur ce bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne. Ça compte beaucoup, et il y a encore d'autres histoires comme celle-ci qui arrivent. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment mon mari a essayé de me faire élever sa propre trahison et comment je m'y suis prise pour que toute la ville regarde quand je ne l'ai pas fait. Richard et moi avions construit ce qui ressemblait, de l'extérieur, exactement à la vie que les gens passent leur carrière à essayer d'atteindre. Il était associé principal chez Merritt & Cole, l'un de ces cabinets dont le nom a du poids dans certaines salles. Le genre de poids qui obtient une table dans des restaurants qui ne prennent pas de réservation et des invitations à des événements qui n'ont pas de billetterie publique. Je suis juge aux affaires familiales. Je siège depuis 11 ans. Avant ça, j'ai passé 8 ans comme avocate en droit de la famille, ce qui signifie que j'ai passé près de 2 décennies à regarder des gens essayer de tromper les tribunaux sur les choses les plus fondamentales: la filiation, la garde, la vérité de ce qu'est réellement une famille par rapport à ce que quelqu'un veut qu'un document légal dise qu'elle est. Je dis tout ça non pour établir nos qualifications, mais parce que je pense que c'est un contexte important pour comprendre la nature spécifique de ce que mon mari a tenté. Ce n'était pas un homme stupide, c'était en fait un homme exceptionnellement intelligent. Et il m'a regardé, mes 11 ans, au banc du tribunal des affaires familiales, mes 8 ans de pratique du droit de la famille, ma vie professionnelle organisée entièrement autour des mécanismes précisément du stratagème qu'il tentait. Et il a décidé de le faire quand même. Ce n'est pas de la stupidité, c'est de l'arrogance d'un genre très particulier et très complet. Le mariage battait de l'aile depuis environ 2 ans avant qu'il ne me vienne avec cette proposition. Pas de façon à ce qu'on en parle directement. Nous étions tous les deux trop habiles avec le langage et trop entraînés à gérer les apparences professionnelles pour avoir le genre de conversation crue, honnête et de plus en plus difficile que les mariages qui se détériorent nécessitent réellement. Ça battait de l'aile de la façon qui se manifeste comme de la distance, comme des vies parallèles, comme 2 personnes partageant une maison et un calendrier et une identité sociale, sans partager grand-chose de ce qui compte vraiment. Je savais que la distance était là. J'avais choisi de ne pas l'examiner trop attentivement, ce qui est en soi une sorte de décision. Il est venu me voir un dimanche soir. Il avait clairement préparé l'approche. Il y avait du vin, il y avait une qualité particulière d'intentionnalité dans la mise en scène que j'ai enregistrée sans l'articuler pleinement. Il s'est assis à côté de moi et il a parlé de but et d'héritage et du vide qui peut arriver dans une belle vie qui n'a pas inclus certaines choses spécifiques. Et il a construit, soigneusement et habilement, jusqu'à la proposition. Un bébé-fille, 6 semaines, dans un hôpital par l'intermédiaire d'une agence d'adoption privée qu'il avait apparemment déjà contactée. Une orpheline, a-t-il dit, abandonnée, ayant besoin d'une famille. Il croyait, a-t-il dit, que c'était un signe. Il pleurait, de vraies larmes, ou ce qui semblait être de vraies larmes. Après 18 ans, j'avais perdu la capacité d'être entièrement certaine, ce qui est en soi une sorte d'information. Il a tenu mes mains. Il a dit qu'il pensait que ça pourrait être leur nouveau départ.
Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Je suis juge aux affaires familiales. La première chose que j'ai faite a été d'examiner les dossiers d'adoption. L'agence qu'il avait utilisée était légitime, agréée, enregistrée, avec un historique fonctionnel de placement. Les documents étaient préparés de façon professionnelle. Un profane, ou même la plupart des avocats, les aurait trouvés parfaitement en ordre. Mais je ne suis pas un profane, et je ne suis pas la plupart des avocats. Je suis quelqu'un qui lit des dossiers d'adoption comme un musicien lit une partition. Non seulement pour les notes, mais pour ce que la notation révèle sur l'interprétation. Les lacunes, les endroits où quelque chose a été arrangé plutôt que simplement survenu. Les dossiers médicaux de la mère avaient été expurgés pour protéger sa vie privée, ce qui est standard. Ce qui n'était pas standard, c'était le schéma spécifique des expurgations. Ce qui avait été supprimé et ce qui avait été laissé. La plupart des expurgations dans les dossiers d'adoption protègent les informations d'identification. Nom, adresse, détails physiques identifiants. Ces expurgations allaient plus loin. Elles supprimaient des informations médicalement pertinentes, mais non identifiantes. Le genre d'information qui permettrait à un lecteur suffisamment compétent d'établir une chronologie. La chronologie de la naissance. La chronologie des soins prénataux. La chronologie du moment où la mère avait d'abord pris contact avec l'agence. J'ai noté le schéma. J'ai noté les dates. Je les ai recoupées avec ce que je savais de l'emploi du temps de Richard au cours des 18 mois précédents. Les voyages d'affaires, les soirées tardives, les conférences du week-end. Je suis juge. Je suis habituée à tenir une hypothèse légèrement jusqu'à ce que les preuves la soutiennent ou la réfutent. Les preuves étaient, à ce stade, suggestives plutôt que concluantes. J'avais besoin de quelque chose de concluant. Richard avait rapporté une tétine de l'une de ses visites à l'hôpital. Il visitait le bébé, ce que j'avais trouvé touchant quand il me l'avait dit, et que j'ai trouvé révélateur une fois que l'hypothèse s'était formée. La tétine avait la salive du bébé dessus. J'avais ses cheveux. J'avais une relation avec un laboratoire forensique à travers mon travail judiciaire. Le genre de relation professionnelle qui permet un traitement discret et accéléré des demandes sensibles. Le résultat est revenu en 72 heures. 99,9% de probabilité de paternité. Je veux vous dire à quoi ressemblait ce moment, parce que je pense que la vérité en est plus complexe que la rage, et je pense que la complexité fait partie de l'histoire. Il y avait de la rage, certainement. La variété froide et propre qui arrive quand on comprend que quelque chose vous a été fait délibérément, et avec planification, et avec le mépris particulier de quelqu'un qui croyait que vous ne le verriez pas. Mais il y avait aussi autre chose, une clarté professionnelle, une clarté de juge, la clarté de quelqu'un qui a reçu des preuves et comprend maintenant exactement quel dossier il construit et exactement quels résultats les preuves soutiennent. J'ai mis le résultat dans le tiroir à côté de mes lunettes de lecture. J'ai fait le dîner. Quand Richard est rentré, je lui ai dit que je me réchauffais à l'idée de l'adoption. J'ai regardé son visage faire la chose qu'il faisait quand il gérait le soulagement. La contenance soigneuse d'une émotion trop grande pour le moment. Je l'ai vu et je l'ai noté. Et j'ai servi les pâtes. Et j'ai demandé comment s'était passée sa journée. Les 6 semaines qui ont suivi ont été la performance la plus contrôlée de ma vie professionnelle. Et j'ai présidé certaines audiences très difficiles. J'ai acheté des vêtements de bébé. Je l'ai fait genuinement, dans le sens où j'ai marché dans le magasin et j'ai choisi les choses qu'une femme se préparant pour un bébé choisirait. Et je les ai rapportées à la maison, et je les ai pliées et mises dans la commode que nous avions déplacée dans la chambre de bébé. J'ai peint cette chambre. Un jaune doux, parce que nous ne savions pas, ou Richard faisait semblant de ne pas savoir, les préférences du bébé encore, et le jaune semblait neutre et chaud. J'ai mélangé la peinture et je l'ai roulée sur les murs, et j'ai fait une deuxième couche parce que la première n'était pas uniforme,
Et je me suis tenue dans cette pièce jaune, et j'ai ressenti quelque chose que je ne décrirai pas entièrement ici, parce que ça m'appartient. Le cabinet de Richard organisait chaque année un dîner pour les associés et leurs familles. Une affaire formelle dans un hôtel du centre-ville, le genre d'événement où tout le monde performe la version d'eux-mêmes que leur succès professionnel est censé avoir produite. Je suis venue dans une robe bleue, et je me suis assise à côté de mon mari, et j'ai souri à ses collègues, et j'ai parlé de l'adoption avec la chaleur d'une femme à qui on a fait un cadeau inattendu et précieux. Et Jade, elle s'appelait Jade. Elle avait été la stagiaire de Richard pendant 14 mois. Elle avait 22 ans et portait sa confiance comme une provocation. Jade était assise de l'autre côté de la salle, à la table des jeunes avocats. Elle m'a regardée une fois. C'était un regard particulier. Le regard de quelqu'un qui croit avoir gagné quelque chose. Je lui ai souri. J'étais sincère dans ce sourire. Parce que voici ce que je veux vous dire, avant de continuer, sur ce que c'est d'être juge dans cette salle, à cette table, avec cette information. Ce n'est pas confortable. Ce n'est pas satisfaisant de façon immédiate. La connaissance se loge en vous comme quelque chose de froid, et la performance du ne pas savoir est une chose active et épuisante. Et il y a des moments où le poids de ce que vous savez et le poids de ce que vous faites semblant de ne pas savoir se pressent l'un contre l'autre d'une façon qui nécessite un effort genuinement soutenu. Mais je suis juge depuis 11 ans. Je comprends quelque chose que mon mari ne comprenait pas, que le résultat d'une affaire est déterminé bien avant l'audience. Il est déterminé dans la préparation, dans les preuves recueillies, dans les étapes procédurales prises tranquillement et à l'avance, qui signifie que quand le jour de l'audience arrive, le résultat est déjà établi. L'audience n'est que la livraison. Vous rendez-vous compte du culot de cet homme? Assis en face de moi à des dîners avec sa stagiaire dans la pièce, me regardant plier des vêtements de bébé et peindre les murs de la chambre de bébé, croyant que son expertise juridique et son charme et sa certitude que j'étais simplement trop confiante pour regarder de près, avaient produit un stratagème impénétrable. Si vous trouvez ça aussi scandaleux que je l'ai trouvé, prenez un moment pour appuyer sur le bouton « J'aime » et vous abonner à la chaîne. Ça aide vraiment, et il y a d'autres histoires exactement comme celle-ci qui vous attendent. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment j'ai commencé à creuser sa tombe. L'audience d'adoption avait été programmée pour un mardi. J'ai utilisé ma position de juge, soigneusement, correctement, dans les limites de mon autorité et de mon éthique, pour m'assurer que l'audience était assignée à ma salle. Ce n'était pas inapproprié. L'assignation était aléatoire dans la rotation standard du tribunal, et je n'avais pas manipulé la rotation. Je ne m'étais simplement pas récusée. Il y a une question juridique significative de savoir si j'aurais dû le faire. Et je veux être honnête avec vous que la réponse est probablement oui. J'avais un intérêt personnel dans l'affaire. Mais j'avais aussi un intérêt judiciaire, c'est-à-dire j'avais des preuves d'une fraude perpétrée contre le tribunal. Et j'avais l'autorité de l'aborder. Et j'ai choisi d'exercer cette autorité de la façon la plus complète et la plus publique à ma disposition. J'ai invité la presse. Cela aussi nécessite une explication. L'audience était une affaire de dossier public. Les audiences d'adoption sont généralement scellées. Mais j'ai utilisé mon autorité judiciaire pour programmer l'audience comme une procédure ouverte, au motif que l'affaire impliquait une fraude potentielle contre le tribunal, ce qui est une catégorie de procédure pour laquelle l'accès public peut être ordonné. J'ai informé le cabinet de Richard de la date de l'audience. J'ai encadré la notification comme une courtoisie. Ses associés voudraient être là pour un tel moment personnel important, pensais-je. Beaucoup d'entre eux sont venus. J'ai également, au cours de ces 6 semaines, préparé les autres documents. Une requête en divorce, rédigée avec la précision de quelqu'un qui connaît le droit de la famille des deux côtés du banc. Une ordonnance de gel des actifs, signée par un collègue du banc civil, appliquée au compte joint et au portefeuille d'investissement personnel de Richard. Une évaluation formelle de pension alimentaire pour enfants, préparée selon les directives légales,
calculé sur la base de ses revenus d'associés, que je connaissais, ayant géré nos impôts pendant 18 ans, jusqu'au dernier euro déclaré. Ces documents étaient prêts. Ils attendaient. Le matin de l'audience était un mardi d'octobre. Richard s'est habillé soigneusement. Je l'ai regardé choisir le costume, la cravate, la combinaison particulière d'autorité professionnelle et de chaleur personnelle qu'il avait cultivée pour cette occasion. Il allait se tenir devant un tribunal et inviter tous ses collègues et la presse à le regarder performer la générosité. Il croyait que le juge président serait un collègue à moi, quelqu'un qui traiterait les formalités administratives avec la formalité appropriée et conclurait la procédure en peut-être 40 minutes. Il ne savait pas que le juge président, c'était moi. Je suis arrivée au tribunal séparément, ce qui n'était pas inhabituel. Nous avions souvent des emplois du temps différents et le prétexte d'arriver séparés était facile à maintenir. Je suis allée dans mon cabinet. J'ai mis ma robe. J'ai revu mes notes une dernière fois, bien que je n'ai pas eu besoin de les revoir. J'avais préparé si minutieusement que les notes étaient une formalité, un rituel, pas une source d'information. Quand je suis entrée dans la salle d'audience, elle était pleine. Les associés de Richard occupaient 2 rangées près de l'avant. Le pool de presse avait 3 journalistes et 2 photographes. Richard se tenait à la table du pétitionnaire avec un avocat. Il avait engagé quelqu'un pour le représenter dans l'adoption, ce que j'avais anticipé. Au fond, dans un manteau vert foncé, était assise Jade. Richard s'est retourné quand le greffier a appelé l'ordre du tribunal. Il attendait un collègue. Il m'a vu. J'ai regardé la couleur quitter son visage, dans la séquence spécifique qui indique que le corps reçoit des informations que l'esprit ne traite pas encore. J'ai marché vers le banc. Je me suis assise. J'ai arrangé mes papiers. J'ai regardé la salle. J'ai dit « Ce tribunal est en session. L'affaire dont nous sommes saisis est une requête en adoption. Avant de passer au fond de la requête, je dois aborder une question préliminaire. » La question préliminaire était le test ADN. J'ai lu les conclusions dans le dossier. La méthodologie de collecte, la tétine, la brosse à cheveux. Le laboratoire, son accréditation, ses procédures de chaîne de garde. Le résultat, 99,9% de probabilité que le pétitionnaire, Richard, soit le père biologique de l'enfant faisant l'objet de la requête en adoption. J'ai lu ça dans ma voix judiciaire, qui est la voix que j'utilise quand je lis des conclusions dans un dossier. Claire, mesurée, sans inflexion, parce que les faits ne nécessitent pas d'inflexion. Les faits sont suffisants. J'ai ensuite lu les conclusions de mon examen du dossier d'adoption. Les expurgations irrégulières, les incohérences de la chronologie, les preuves que l'adoption avait été construite autour d'un enfant qui n'était pas en fait abandonné, mais était l'enfant biologique du pétitionnaire. Un enfant dont la mère était, sur la base du recoupement de la chronologie, une membre actuelle ou récente du personnel de son cabinet. Je me suis tournée vers le fond de la salle. J'ai dit « Je note également pour le dossier qu'une personne associée au cabinet du pétitionnaire est présente dans cette salle d'audience et que le calendrier de l'emploi de cette personne dans le cabinet correspond précisément à la chronologie établie dans le dossier biologique. » Jade n'a pas bougé. Je lui accorde ça. L'avocat de Richard s'est levé et a fait une objection. Plusieurs objections, en succession rapide, chacune techniquement fondée et procéduralement appropriée, et entièrement insuffisante pour aborder la substance de ce qui était devant le tribunal. Je n'en ai soutenu aucune. J'ai formellement rejeté la requête en adoption au motif de fraude contre le tribunal et de fausse représentation de faits matériels. J'ai ordonné que l'affaire soit renvoyée au comité disciplinaire du barreau pour examen de la conduite du pétitionnaire, au motif qu'un avocat agréé avait sciemment soumis des documents frauduleux à un tribunal de justice. J'ai signé l'ordonnance de renvoi depuis le banc. J'ai ensuite produit la requête en divorce. Je l'ai déposée depuis le banc, ce qui est une étape procédurale inhabituelle, mais pas inappropriée.
J'avais qualité pour déposer, en tant que partie, à une procédure dans mon propre tribunal, et le greffier a accepté le dépôt. J'ai produit l'ordonnance de gel des actifs. J'ai produit l'évaluation de la pension alimentaire pour enfants et je l'ai délivrée formellement, en tant qu'officier du tribunal, à l'avocat de Richard, qui était à ce stade la seule personne dans l'entourage immédiat de Richard qui ne s'était pas éloignée de lui. Les associés sont partis par groupes de 2 et 3. J'ai regardé ça depuis le banc. Ce n'étaient pas des départs dramatiques, c'étaient des professionnels, habitués à gérer les apparences. Mais ils étaient définitifs. La presse les a photographiés partir. Ils ont photographié Richard à la table du pétitionnaire, dans son costume soigneusement choisi, avec son avocat, avec les chaises vides autour de lui. J'ai dit « Ce tribunal est ajourné ». Je me suis levée. J'ai quitté le banc. Je suis allée dans mon cabinet et j'ai enlevé ma robe et je me suis assise dans ma chaise un moment. Et je me suis permis de ressentir, finalement, ce que je n'avais pas ressenti pendant 6 semaines. Richard a perdu son poste d'associé le lendemain matin. Le cabinet a envoyé une lettre, professionnelle, laconique, le langage de l'autoprotection institutionnelle. Il avait apporté la fraude à l'adoption, le renvoi devant le barreau et les photographies de son humiliation publique dans un cabinet dont la réputation était son actif principal. Le calcul a été rapide. L'évaluation de la pension alimentaire que j'avais préparée, calculée sur un revenu d'associé qu'il n'avait plus, a été révisée par le tribunal des affaires familiales et ajustée à son revenu réel actuel, qui est un chiffre substantiellement plus petit. Il la paie encore. Il la paiera pour l'avenir prévisible. Le bébé, je veux dire quelque chose à propos du bébé, parce qu'elle n'est pas un personnage dans une histoire, mais un vrai enfant, et elle mérite d'être mentionnée comme telle. Elle a été placée dans une famille par un processus d'adoption légitime, qui n'impliquait pas son père biologique tentant de transférer la responsabilité parentale à une épouse inconsciente. Elle a une famille. Elle va, d'après tous les rapports disponibles, bien. Quels que soient les choix de ses parents, elle ne les a pas faits. Et le résultat pour elle est le résultat le plus important de tout ça. Je veux vous laisser avec la chose à laquelle j'ai le plus réfléchi depuis lors. Mon mari était un avocat brillant. Il avait passé 30 ans à comprendre comment fonctionnent les systèmes juridiques, comment les tribunaux fonctionnent, comment les documents sont structurés et interprétés et contestés. Il comprenait le droit de l'adoption. Il comprenait la procédure du tribunal des affaires familiales. Il comprenait, en théorie, exactement ce qu'il faisait quand il a soumis ses documents. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est qu'il avait décidé de passer son stratagème devant la seule personne dans sa vie, spécifiquement et professionnellement équipée pour l'identifier. Il m'a regardé. Ma robe, mon banc, 30 ans d'expertise collective en droit de la famille, et il a vu une femme. Il a vu quelqu'un qu'il avait géré pendant 18 ans et pouvait continuer à gérer. C'est ce que fait l'arrogance. Elle rétrécit le champ de vision jusqu'à ce que la chose la plus évidente dans la pièce devienne invisible. Il était tellement certain de mon aveuglement qu'il m'a lui-même tendu la tétine. Il me l'a tendu lui-même. Le meilleur conseil que je puisse donner à quiconque tente de tromper une personne qui détient le pouvoir de le tenir responsable est le suivant. Ne le faites pas. Non pas parce qu'ils vous attraperont nécessairement, bien qu'ils le puissent, mais parce que l'hypothèse que vous êtes plus intelligent que les systèmes que vous manipulez, que votre intelligence vous exempte des conséquences, que la personne que vous trompez n'est tout simplement pas capable de voir ce que vous faites, cette hypothèse est toujours plus fragile qu'elle n'en a l'air. C'est toujours la première chose qui casse. Je le sais professionnellement. J'avais passé 11 ans à regarder ça se casser dans les affaires des autres. Et puis, j'ai regardé ça se casser dans la mienne. Merci infiniment d'avoir passé ce temps avec moi aujourd'hui et d'avoir écouté cette histoire. Si vous voulez entendre d'autres confessions secrètes et vraies histoires de justice, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place. Ces histoires sont racontées pour vous et je suis tellement reconnaissante que vous soyez là pour les écouter. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.